Je suis Cécile Thérouanne, je dirige le département Hachette Roman, livres de poche jeunesse au sein du groupe Hachette Livres. La curiosité, l'ouverture et l'esprit d'équipe. Pour moi, la curiosité, c'est vraiment le premier trait de caractère d'un éditeur, d'une éditrice. C'est être à l'affût, c'est avoir envie, c'est ne pas avoir de barrières, ne pas avoir d'a priori. Ensuite, le deuxième mot, c'est ouverture. Alors, ça peut sembler presque similaire à la notion de curiosité, mais pour moi, ça permettait aussi d'englober l'idée que dans notre métier, on va chercher partout. D'abord dans tous les pays, puisqu'on publie des traductions. On se nourrit de toute forme de sources. Donc c'est cette ouverture-là qui est pour moi importante et le corollaire de la curiosité. Et le troisième mot, qui n'en est pas un seul, c'est esprit d'équipe. Parce que pour moi, l'édition, ça se fait à plusieurs. Ça se fait dans le collectif, ça se fait en réunissant des métiers. Oui, l'éditeur, c'est celui qui travaille avec l'auteur, qui est en contact avec la matière du texte. Mais le livre, en tant que tel, il n'existe pas si l'éditeur n'est pas entouré d'une équipe de graphistes, un directeur artistique, des personnes qui s'occupent de mettre le livre en vente, le marketing, la communication, des commerciaux, des fabricants. Donc cet esprit d'équipe, il est essentiel pour moi dans la façon que j'ai de pratiquer l'édition au quotidien. Un livre de littérature jeunesse important pour moi. Très important. Il s'agit des Contes de Russie, illustrés par Bilibine, Ivan Bilibine. Je pense que pour moi, c'est un recueil de contes emblématique de mon entrée en littérature. J'ai un souvenir très précis d'avoir découvert un recueil de contes de Russie, illustré par Bilibine, dans une maison où je passais des vacances. J'étais pas dans ma famille, j'étais peut-être un petit peu perdue et je suis tombée complètement amoureuse de ces histoires, de la Baba Yaga qui me faisait très très peur, de la maison sur pattes de poule, évidemment du Prince Ivan. Ça a été un moment de grande extase presque. Et je présume que ça a joué un rôle assez déterminant pour moi. D'abord parce que la langue russe m'a attirée et que c'est par la littérature russe finalement que je suis rentrée en édition en tant que traductrice et grâce à ces contes de Russie qui m'avaient tant marqué quand j'étais enfant. Et alors là, ce qui est absolument somptueux, c'est d'avoir des éditions quasi d'origine, 1904, en russe. Et là, les couleurs sont extraordinaires et L'Heure Joyeuse nous offre une vision de ces éditions uniques que, j'avoue, je n'avais jamais eu entre les mains. Une maison d'édition, un éditeur important pour moi. Je le mets déjà au masculin parce que c'était un homme. Il s'agit d'Actes Sud et d'Hubert Nissen. Ça a été ma première maison d'édition, un peu dans tous les sens du terme, puisque c'est chez Actes Sud que j'ai publié mes traductions du russe. Et c'est Hubert Nissen, le cofondateur avec Bertrand Pille des éditions Actes Sud, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'a beaucoup encouragée, qui a été un maître exigeant, mais extrêmement inspirant, aux côtés duquel j'ai pu travailler d'abord en tant que stagiaire, puis en tant que traductrice, jeune éditrice chez Actes Sud Junior qui a été créée en 1996. Et le livre que j'ai apporté s'appelle L'éditeur et son double, et je trouve que ça rend un bel hommage à Hubert, qui était à la fois éditeur et écrivain, et je lui dois beaucoup. Un livre qui m'a donné envie de devenir éditrice. Il s'agit des Hauts de Hurlevent, que j'ai lu, relu et relu. Et voilà, je ne pouvais pas me décrocher du duo infernal de Catherine et Heathcliff. C'était vraiment obsessionnel. Et je pense que ça a participé de mon parcours de lectrice et que je crois que c'est l'attachement à la lecture qui fait qu'un jour, je me suis dit que j'allais devenir éditrice parce que c'était pas du tout
pour moi une vocation. Voilà, je n'avais pas du tout présumé de ça, mais il est vrai qu'une fois que j'ai eu l'occasion d'un premier stage chez Actes Sud et puis voilà, tracer ma route, les Hauts de Hurlevent sont restés avec moi et j'ai eu envie de produire une nouvelle traduction. Je travaille évidemment avec des équipes de traducteurs avec lesquelles j'adore reprendre un texte, lui donner une nouvelle couleur. Une traduction, ça vieillit. Le texte d'origine, il est immortel. La traduction, elle est davantage marquée par l'écriture de l'époque dans laquelle elle a été produite. Et une traduction, ça se revisite effectivement régulièrement. En tous les cas, c'est légitime de produire de nouvelles traductions d'un texte qui, lui, reste unique. Le premier livre que j'ai publié, il s'agit de la traduction française du roman de Stephanie Meyer, Twilight. C'est pas vraiment le premier livre que j'ai publié dans ma vie, parce qu'il est sorti en 2005, et que j'étais déjà dans l'édition depuis quelques années, mais c'est le premier roman que j'ai décidé d'acheter, sur lequel j'ai fait une offre quand je suis arrivée chez Hachette en 2004. Premier roman d'une autrice complètement inconnue, Stephanie Meyer. Ça a été une immense aventure. Je venais d'arriver chez Hachette. On m'avait demandé de créer une collection pour les ados. À l'époque, on était dans une immense addiction Harry Potterienne et fascination Twilight, c'était absolument pas ça du tout. Mais de la même façon que j'étais voilà, tombée amoureuse du duo Heathcliff et Cathy dans Les Hauts de Hurlevent, ben là, Bella et Edward m'ont fascinée. J'ai fait une petite lettre au libraire en leur disant que c'était un coup de cœur, que je ne savais pas ce qu'ils allaient en penser, mais que vraiment j'espérais qu'ils allaient aimer autant que moi. Et de fait, les libraires ont pas mal mordu, on l'a bien vendu. On a bien vendu le tome 2, Hésitation, et puis au tome 3 est arrivée l'adaptation audiovisuelle, et là, ça a été l'explosion. Explosion qui a été un immense coup de bol pour moi, et aussi une immense peau de banane, parce que quand on a un énorme best-seller comme ça, c'est très difficile de construire un catalogue. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, j'étais arrivée, il n'y avait rien. Et puis, c'est un peu comme si on voulait monter des fondations. On arrive d'abord au 100e étage et on n'a pas encore posé la première pierre. Et voilà, après, ça a été l'aventure du département depuis lors, quasiment 20 ans, de construire une maison d'édition. Et vraiment, je sais qu'une maison d'édition, ça ne se construit pas, en tout cas pas seulement, avec des best-sellers. Un des titres récents que nous avons édité. Alors, j'ai volontairement dit que nous avons édité, parce que pour moi, Clara Hérault, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, mais avant les coquillages, Nos plus belles années, et après Nos plus belles années, L'effet boule de neige, c'est vraiment une aventure collective. Nous avons publié Clara parce que nous avons lancé un concours d'écriture, Nos futurs, en 2 mots, NOS, futur au pluriel, qui est un appel à texte. C'est comme ça qu'on a découvert Clara, qui nous a envoyé Nos plus belles années, qui a coiffé au poteau l'ensemble des autres textes soumis, même s'il y en avait des bons. Et encore une fois, Clara se renouvelle avec Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, qui est un roman bouleversant de sororité, de relations familiales, de relations féminines, avec 2 sœurs, une mère, une grand-mère, et le tissage de ces liens, qui vient bouleverser la lectrice, quel que soit son âge, aussi bien 15 ans que 25, que moi aujourd'hui. Et voilà, Clara est vraiment pour l'ensemble du département Hachette Roman une magnifique rencontre. Et là, c'est vraiment une manière de parler de l'attachement et du lien qui se crée entre un auteur et une maison. On se co-construit l'un l'autre. C'est-à-dire que la maison d'édition porte un premier roman, puis un deuxième, puis un troisième, puis j'espère encore beaucoup d'autres. Chez Hachette Roman, on a vraiment ce souhait d'accompagner les auteurs sur la durée et aussi longtemps que possible dans leur travail, quel que soit finalement le genre qu'ils souhaitent aller taquiner. Un livre que j'ai édité particulièrement important pour moi. Il s'agit de 7 livres, c'est la série Les Effacés de Bertrand Puart. Ça a été une aventure absolument unique. Je pense que je suis certaine de ne jamais revivre ça avec la même intensité, parce que Bertrand a écrit les 7 tomes en moins de 2 ans.
En fait, on était complètement shootés, lui et moi. Lui, il était shooté à l'écriture et moi, j'étais droguée à la réception de mes épisodes. C'était du binge reading, c'était pas du binge watching, parce qu'il écrivait très tard la nuit. À l'époque, il n'avait pas d'enfant. Il m'envoyait sa copie vers 3 heures du matin. Moi, j'avais des enfants, dont une petite fille qui me réveillait tôt, donc je me levais à 5h30, 6h. Je lisais, j'annotais, je lui renvoyais à 7h. Il récupérait les corrections, il réécrivait de 9h à 3h, il me renvoyait. Et on a fait ça pendant 7 tomes. Et Bertrand n'est jamais meilleur que quand il écrit comme ça, sous caféine, presque, en intraveineuse. Outre ça, ça a été évidemment une aventure avec les libraires et avec les lecteurs. Et Bertrand continue de recevoir des messages de lecteurs des Effacés, des personnes qui lui disent « Je suis devenu lecteur avec les Effacés ». L'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Le pays des 36 000 volontés par André Mauroy. Magnifique édition avec les illustrations d'Adrienne Ségur. Le texte d'André Mauroy, il est ancien, mais il reste jeune et ça n'a pas pris une ride. La rencontre avec le pharaon, avec le corbeau honteux et confus, en un seul mot. Donc André Mauroy, voilà, crée comme ça des noms, des mots d'enfants. Et tout académicien qu'il était, il était proche de cet univers. Et voilà, c'est plaisant de retrouver ça ensuite porté par le travail de l'illustratrice. Il est absolument magnifique et c'est beau que l'édition pour la jeunesse soit vieille. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va continuer. On va continuer en équipe. On va continuer avec un monde qui bouge, un monde qui exige, un monde qui ne doit pas décourager. Parce que se raconter et se faire raconter des histoires, ça restera quand même un des propres de l'humanité. Et de ce point de vue, j'ai absolument aucune crainte quant à la pérennité de la littérature jeunesse et du roman jeunesse et ado en particulier, parce que je ne crois pas qu'une intelligence autre que celle de l'homme, qu'elle soit artificielle, technologique ou surhumaine, pourra remplacer ce don